Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce Quickies. Aujourd'hui, on va parler d'IA générative et de réchauffement climatique, comment réduire la facture. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide introduction de qui on est. Donc moi, c'est Émilie, je suis data scientist chez Octo Technologies, c'est une boîte de conseil. Et mes domaines d'expertise, c'est ce qu'on appelle la responsible AI. Donc c'est tout ce qui est expliquer les modèles d'IA traditionnels et de generative AI, la gestion de la fairness et de la reliability dans les modèles d'IA, et la green AI, donc la sustainable AI. Et moi, c'est Ariel, je suis MLOps Engineer aussi chez Octo, et mon domaine d'expertise, c'est plus Green AI, donc vraiment l'impact environnemental de l'IA générative sur tout le cycle de vie du modèle. Avant de commencer, on va faire un petit quiz. Donc, vous échangez pendant 5 minutes avec ChatGPT. Selon vous, ça équivaut à consommer, et on va faire à main levée, s'il vous plaît. Réponse A, un verre à shot de 50 ml. OK. Réponse B, une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. Réponse C, un arrosoir de 4 litres. OK, très bien. La bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, on peut penser que une petite bouteille d'eau, c'est petit en fait. Franchement, ça va, 5 minutes de conversation. Pourquoi on embête tout le monde avec l'impact environnemental de l'IA ? En fait, une petite bouteille d'eau, quand on le met à l'échelle de toute la population, sur toute l'année, tous les usages, ça fait beaucoup de bouteilles d'eau. Et on a fait une petite estimation qui est assez conservatrice. Et pour ChatGPT, c'est 370 milliards de litres d'eau par an. Ça correspond à la consommation annuelle de la région Île-de-France en eau. C'est énorme. Et on parle d'eau, mais en fait, quand on parle d'impact environnemental, il faut aussi prendre en compte l'électricité, les émissions carbone, la consommation de ressources. Et ça, c'est juste pour ChatGPT. On ne parle pas de tous les autres assistants IA. Et l'IA générative, en fait, c'est pas juste ChatGPT. En effet, aujourd'hui, les IA génératives, elles sont présentes partout dans notre quotidien. Donc, on a des assistants aujourd'hui qui nous aident, notamment en tant qu'experts techniques. Donc, par exemple, GitHub Copilot pour nous aider à coder, ChatGPT pour nos tâches du quotidien, DALL-E pour générer des images, Audiovisual AI pour tout ce qui est video generation. Donc on a des outils de Generative AI, et en plus, à côté de ces outils, en fait, ce que l'on a, c'est que dans tous nos outils qu'on utilisait avant l'IA générative, donc tels que Chrome, Notion, Adobe, WhatsApp, en fait, maintenant, il y a de l'IA générative qui s'est injectée dans ces outils. Donc les IA génératives sont présentes partout et on les utilise sans même se rendre compte. Et comme on peut le voir sur la slide, on n'est qu'au début en fait, de l'adoption de l'IA. D'après un article d'AWS qui date de 2025, le rythme d'adoption de l'IA dépasse celui des premiers téléphones portables. Donc chaque minute, il y a 5 entreprises européennes qui intègrent de l'IA. Donc c'est énorme. Et les prévisions, en fait, comme on voit sur le graphique de droite, ça ne va faire que augmenter. En 2020, on était à 5 milliards de dollars pour la taille du marché de l'intelligence artificielle, donc seulement en Europe. Et les prévisions pour 2030, c'est quasi 400 milliards de dollars. Et en fait, avant l'arrivée de l'IA, les GAFAM étaient plutôt dans une bonne dynamique pour arriver à la neutralité carbone en 2030, c'était leur objectif. Et on voit bien que depuis 2021-2023, c'est vraiment la tendance opposée. La course à l'IA générative a vraiment éloigné l'industrie des objectifs climat, et c'est hyper préoccupant vu ce qu'on a vu les slides précédents. Alors du coup, c'est quoi le coût environnemental de l'IA ? C'est une réponse qui est hyper difficile de répondre à cette question. D'abord parce qu'il y a un vrai manque de transparence dans l'industrie. Jusqu'à cet été, la seule entreprise qui avait communiqué des chiffres sur les émissions carbone, c'était Meta. On ne sait pas en fait ni la méthodologie, ni l'architecture des modèles, ni l'infrastructure d'inférence. On a vraiment très très peu d'informations. Les chercheurs qui travaillent là-dessus ont vraiment des grosses difficultés. Ils font des essais, mais c'est une difficulté à avoir vraiment une estimation qui soit réelle. Ce qu'on sait, on le sait en faisant des comparaisons avec les modèles open weight ou alors grâce à des fuites de données. Ça existe. Ce qu'on voit en fait ici, c'est que donc ça, c'est les émissions que Meta a partagées pour son modèle de 400 milliards de paramètres Llama 3.
Ils ont partagé juste l'entraînement, donc juste l'électricité sur les GPU. Il y a l'agence Code Carbon 4 qui est une agence de conseil en décarbonation, qui a fait l'étude du cycle de vie sur ce modèle en particulier et qui montre en fait que c'est juste le dessus de l'iceberg, la communication de Meta. La réalité, c'est bien au-dessus en fait, de ce qu'ils ont communiqué. Et pourquoi en fait c'est aussi compliqué? Parce qu'il y a un manque de transparence des acteurs de l'IA générative tels que OpenAI, Meta, Google, mais en plus parce que c'est très compliqué en fait d'avoir le coût environnemental réel de l'IA générative, parce qu'il faut prendre ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc en fait c'est toute la construction, toutes les phases en fait de construction de l'IA générative, de la conception du modèle à son utilisation. Donc ici à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est en fait toutes les étapes de l'analyse du cycle de vie, toutes les étapes du cycle de vie. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là qu'il faut mesurer pour avoir le coût total de l'impact environnemental de l'IA générative. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la conception du modèle. Donc ça va être tout ce qui est l'entraînement, le téléchargement et le stockage des données d'entraînement. Il y a également ce qu'il faut prendre en compte, c'est les ordinateurs des développeurs, l'électricité qui va avec, qui est utilisée. Ensuite, on a toute la partie infrastructure avec la construction forcément des data centers et le hardware qui va avec. Ensuite, on a la partie compute avec l'entraînement du modèle et l'inférence et le trafic de tokens. En fait, quand nous, on envoie une requête à ChatGPT, ça arrive à un cluster d'inférence. Le cluster d'inférence va nous donner la réponse nous est renvoyée. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en compte quand on cherche à déterminer le coût total de l'IA générative. Et enfin, on a l'utilisation de l'IA générative. Donc, il y a tout ce qui est les end-user equipment. Donc, ça va être nos ordinateurs portables, nos tablettes, nos téléphones portables. Là, on va requêter, on va chatter avec les IA génératives. Et enfin, il y a ce qu'on appelle en fait les downstream enable impacts. C'est tout ce qui est en fait les impacts indirects qui résultent de l'utilisation du produit. Et en juillet dernier, la grande nouveauté, c'est que Mistral a sorti une analyse complète du cycle de vie de l'IA. Ce qu'on peut voir à droite, c'est en fait les résultats pour Mistral Large 2 modèle pour générer une page de texte. Donc une page de texte, ça correspond à 400 tokens. Et donc c'est très complet car on a l'émission CO2, ce que ça représente de générer une page de texte, la consommation en eau et la consommation de matériaux rares. Et ce qu'on obtient, par exemple, pour l'émission CO2, on a 1,14 g d'émission CO2 pour générer une page de texte. Et ça correspond à regarder une vidéo en streaming pendant 10 secondes. On a pareil pour l'eau, 0,5 litres d'eau, ce qui correspond à faire pousser un petit radis rose. Et pour la consommation de matériaux, on a 0,2 équivalent antimoine, ce qui correspond à créer en fait une pièce de 2 €. Donc tout ça, ça peut paraître très faible. Sauf que si on prend en compte que les IA génératives, on les utilise de manière quotidienne, que le monde entier les utilise, on se retrouve avec des résultats qui sont énormes. Et en plus, là, on est à Mistral AI Large 2 modèle. Mistral, c'est connu pour avoir des petits modèles. Si on prend en compte des modèles d'OpenAI, ça peut être plus grand. Et si on regarde à gauche, en fait, ils ont déterminé le pourcentage d'émissions CO2, d'eau et de matériaux par étape, et on remarque qu'en fait l'étape la plus consommatrice, c'est l'entraînement de modèles et l'inférence, avec 85,5% et 91%. Donc nous, si on se pose la question, comment est-ce qu'on va faire pour réduire pour réduire le coût environnemental de l'entraînement du modèle ou de l'inférence, nous, on ne peut pas vraiment en fait, toucher à l'entraînement du modèle, puisque c'est les géants en fait, l'IA générative qui font cet entraînement-là. C'est OpenAI, c'est Mistral, c'est Google. Donc nous, ce que l'on va voir, en fait, c'est les étapes, les bonnes pratiques à appliquer lors de l'inférence du modèle pour diminuer ce coût environnemental. Et du coup, comment le réduire? On va vous présenter les grands conseils qu'on essaye d'implémenter, nous, chez nos clients. Donc le premier, c'est vraiment d'abord questionner son besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA générative? C'est un point qui est vrai que ce soit en projet dans le monde professionnel ou alors dans sa consommation personnelle. Par exemple, sur mon projet, est-ce que si j'utilise du machine learning classique ou du deep learning plus classique, ce serait pas plus intéressant? Dans beaucoup de cas, en fait, c'est équivalent voire supérieur aux performances de l'IA générative.
Donc c'est vraiment une question à prendre en compte. Ça paraît simpliste comme conseil, mais en fait c'est crucial et pas tout le monde se pose cette question. Surtout en ce moment avec la frénésie d'adoption. Il y a beaucoup de tâches qui pourraient être traitées avec des modèles qui sont un petit peu plus simples. Le deuxième conseil, c'est de se questionner vraiment sur la taille du modèle. Faut savoir que plus un modèle est grand, plus il va émettre. Les émissions carbone sont directement corrélées au nombre de paramètres. Et ça aussi, c'est un conseil, que ce soit en entreprise ou dans sa consommation perso. On peut choisir un modèle sur ChatGPT. À l'époque, 4O mini par rapport à 4O, les performances sont assez similaires pour nous, les tâches qu'on veut faire, et c'est vraiment beaucoup moins émetteur. Sur Hugging Face, on peut trier en fait quand on cherche un modèle. Maintenant, ils ont rajouté une fonctionnalité où on peut chercher par nombre de paramètres. Et ce qu'on conseille de faire, c'est de commencer avec les modèles les plus petits et après incrémenter en fonction des performances et des besoins du projet pour augmenter la taille du modèle. Il y a aussi un benchmark qui s'appelle l'AI Energy Score, aussi par Hugging Face, qui a évalué en fait plusieurs modèles et mis un score par rapport aux émissions en fait carbone du modèle. Comme bonne pratique aussi, ce que l'on peut faire, c'est optimiser le modèle, parce que comme on l'a vu, en fait, le gros problème, c'est que les modèles, ils sont trop importants, trop gros, et donc en fait, il y a des techniques qui vont permettre de réduire la taille du modèle sans pour autant réduire les performances, ou en tout cas en tentant au maximum de garder de bonnes performances. Donc les trois techniques les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle le pruning, la quantisation et la distillation. Le pruning, à quoi ça correspond? C'est qu'en fait, vous avez votre réseau de neurones et vous allez en fait enlever les neurones qui ne sont pas très importants ou qui sont très similaires aux autres, dans l'objectif de réduire la taille du modèle, toujours en essayant de garder une bonne performance. Ensuite, on a ce qu'on appelle la quantisation. La quantisation, c'est que vous allez prendre vos poids de votre modèle et à la place de les représenter sur 32 bits, vous allez pouvoir les représenter sur 8 bits. Donc, on a une taille qui est plus petite pour le stockage et c'est plus rapide en calcul également. Et dernière technique d'optimisation, c'est la distillation. La distillation, en fait, vous allez prendre un petit modèle qui va apprendre le comportement et les connaissances d'un grand modèle. Et ces techniques-là, donc, on peut les faire nous-mêmes. Par exemple, en tant que data scientist, on peut les appliquer. Mais à savoir qu'en fait, il y a des modèles qui ont déjà été quantisés, distillés, prunés, qui sont disponibles en open source. On conseille aussi d'ajouter les mesures des émissions carbone au monitoring du projet. C'est hyper important pour identifier les postes d'optimisation sur le projet. On utilise, nous, plusieurs librairies. EcoloGit pour monitorer quand on fait appel à des modèles propriétaires type ChatGPT, Claude, etc. Ils font des hypothèses basées sur l'open source. Ils n'ont pas exactement, c'est des estimations. Après, on utilise Cloud Carbon Footprint quand on a des projets sur le cloud pour pouvoir monitorer cross-projet et cross-fournisseur. Et ensuite, quand on veut monitorer un modèle open-weight qu'on héberge nous-mêmes, on utilise Code Carbon. Pour Python, je sais qu'en Java, il y a d'autres librairies. Et en gros, c'est vraiment monitorer la consommation des processeurs. Et enfin, le dernier conseil, c'est de choisir une zone de faible intensité pour la mise en production. C'est hyper important. Il peut y avoir une différence de facteur 17 entre deux zones. Par exemple, si j'entraîne mon modèle en France par rapport à Salt Lake City, qui est un hub de data center de GCP, je vais consommer 17 fois moins. Enfin, je vais émettre en fait 17 fois moins de carbone que si c'était fait à Salt Lake City. Et ça, c'est juste par rapport au mix énergétique de la région. Le fait que Salt Lake City, ce soit beaucoup de charbon, alors qu'en France, on est sur du nucléaire. C'est peu carboné. Ok, donc IA générative et réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette présentation et quelles sont les 4 grandes bonnes pratiques que nous, on peut appliquer au quotidien? Donc première, prioriser les usages utiles de l'IA, se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de Generative AI? Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus simple, qui sera moins coûteuse également pour une entreprise, que je peux faire pour avoir le résultat que je souhaite? Deuxième, choisir le bon modèle, ne pas partir avec un gros modèle bourrin dès le début, commencer avec un petit modèle puis itérer si on n'a pas les performances que l'on souhaite. Et utiliser des techniques d'optimisation telles que la distillation, le pruning, la quantisation pour réduire sa taille. Ensuite, optimiser la mise en production, choisir une zone de faible intensité carbone comme la France pour toujours réduire l'impact. Et enfin, quand on fait un projet qui implique en fait des LLM, on peut très simplement, en quelques lignes de code, mesurer la consommation CO2 du projet, ce qui permet en fait de se rendre compte de ce que l'on consomme quand on touche au LLM.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, nous, on ne peut pas entraîner des modèles. Quand on parle de l'entraînement sur les pages web, c'est ce qu'on appelle le pré-entraînement. Et ça, c'est une étape qui est faite par les fournisseurs d'IA. Nous, quand on parle d'entraînement, c'est vraiment le fine-tuning. C'est après, on récupère un modèle qui est pré-entraîné, qui est entraîné aussi à répondre de manière structurée aux questions-réponses. On prend ce modèle-là et on continue de l'entraîner sur les données de l'entreprise pour répondre plus justement à notre use case. Et si je peux ajouter, le papier que Mistral a sorti, en fait, il ne détaille pas réellement comment ils ont défini ce calcul du training. C'est transparent plus qu'avant, mais il manque encore des informations et ça va arriver, je pense, très bientôt. Merci beaucoup.